tous coupables, un documentaire à suivre sur Public Sénat. Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre plusieurs séquences au cours de l'heure et demie qui vient sur notre antenne. D'abord le journal avec cette question en forme de rumeur. François Fillon pourrait-il remplacer José Manuel Barroso à Bruxelles? Nos invités dans un instant, les députés européens Sylvie Goulard du Modem et Dominique Baudis de l'UMP. À 18h30, tout sur Hadopi. Le texte sur le téléchargement illégal va revenir en débat au Sénat. Les dessous de la loi avec Élise Ecardi. Et puis à 19h20, reportage sur la présence française au Caire, très importante notamment à travers l'aide culturelle de la France à l'Égypte. D'abord, toute l'actualité politique de ce lundi, c'est le 18h. Une journée d'actualité politique, c'est le journal de 18h. Les titres. Cascade de réactions négatives après le ballon d'essai lancé ce week-end par plusieurs ministres sur l'augmentation du forfait hospitalier. Rien n'est sûr, sauf le déficit abyssal de la sécurité sociale. Reportage dans un hôpital. Matignon dément l'intérêt de François Fillon pour la présidence de la Commission européenne. Officiellement, José Manuel Barroso reste donc le candidat de la France. À l'approche du procès de la manipulation Clearstream, Nicolas Sarkozy confie à Brasilia qu'il est grand temps de se débarrasser de toutes les combines de la Ve République. Est-ce le pendant de l'ouverture pratiquée par l'exécutif, le lancement d'une offre publique de dialogue par François Bayrou à tous ceux qui veulent l'alternance oblige le Parti socialiste à réagir. Bayrou a fait un bon coup politique pour Pierre Moscovici, alors que Benoît Hamon estime que le Modem reste un objet politique mal identifié. Localement, ça et là, Parti socialiste et centriste sont déjà associés. Nicolas Béard est allé voir comment ça se passe à Poissy, dans les Yvelines. 18 mois que ça dure. Depuis les dernières municipales, PS et Modem tiennent la mairie de Poissy main dans la main. Un mariage de raison qui leur a permis d'emporter l'un des bastions historiques de la droite dans les Yvelines. Pour que les gens travaillent ensemble, il faut d'abord qu'ils apprennent à se connaître. Et il n'y a pas un meilleur lieu ou une meilleure situation que de gérer en commun une ville et d'apprendre. Il y a des Modem qui sont très à gauche et il y a des gens de gauche qui sont très à droite. Nos histoires sont liées. Si l'un tombe, l'autre tombera avec. Donc il faut absolument qu'on travaille intelligemment la main dans la main, parce qu'on est le laboratoire de cette fusion PS-Modem. Si ça marche pas à Poissy, ça peut démontrer que ça marchera pas ailleurs. Si l'alternance crédible prônée ce week-end par François Bayrou fonctionne localement, nationalement, c'est une autre histoire. À l'occasion d'une législative partielle le mois prochain, les alliés des dernières municipales redeviennent concurrents. C'est légitime que chacun puisse porter un projet. Moi, par contre, j'ai des doutes sur le projet du Modem, je le connais pas et c'est un peu regrettable. Peut-être que le Parti socialiste pourrait échanger avec le Modem si le Modem avait un vrai projet. J'aurais attendu que la compensation du PS dise ben oui, on a gagné une ville PS, une ville de 40 000 habitants quand même, importante, laissons de la place au Modem pour aller aux législatives. Mais a priori, les grandes têtes pensantes des partis politiques, notamment du PS, ont des stratégies un peu différentes. La bonne entente locale trouve donc ses limites dès lors que les mandats nationaux sont en jeu. Des limites qu'il faudra dépasser pour construire l'alternance que PS et Modem appellent de leur vœu. Du côté de l'UMP, on ne veut pas se faire voler la carte de l'ouverture. La réaction de Frédéric Lefebvre lors de son point de presse où il est apparu appuyé sur des béquilles à la suite d'un claquage à la cuisse. Frédéric Lefebvre, interrogé par Fabrice Cunet. Franchement, j'ai pas le sentiment que les pas de deux qu'on voit en ce moment entre le Parti socialiste et le Modem soient liés en quelques points que ce soit à l'intérêt du pays, à une politique pour la France et à des mesures pour lutter contre la crise. J'ai plutôt l'impression que c'est des mesures pour lutter contre les crises internes de ces formations politiques. François Fillon soutient sans réserve José Manuel Barroso, communiqué cet après-midi de Matignon pour couper court à l'hypothèse relancée ce soir par Le Monde d'une volonté de départ du Premier ministre pour Bruxelles où le président de la Commission européenne joue ces jours-ci sa réélection difficile. Débat à suivre dans un instant entre deux députés européens, Sylvie Goulard et Dominique Baudis, qui répondront à la question oui ou non à Barroso. À peine arrivé au Brésil, Nicolas Sarkozy a plaidé la cause de l'avion de chasse Rafale, jamais exporté à ce jour. Un contrat de 36 appareils est espéré. Les négociations vont commencer. La France a consenti d'importants transferts de technologie et va acheter des avions de transport militaire brésiliens pour mettre toutes les chances de son côté.
Syndicats, associations et partis de gauche, tous unis contre la hausse du forfait hospitalier. Rien n'est encore décidé, même si les ministres ont beaucoup parlé ce week-end. Mais le gouvernement explore toutes les voies pour faire face au déficit record de 10 milliards d'euros de l'assurance maladie. La crise ampute en effet les recettes de la Sécu. Pierre Bonne-Joseph s'est rendu dans le plus grand hôpital des Yvelines, où l'inquiétude est palpable. Aujourd'hui, steak haché purée. Une journée d'hospitalisation à l'hôpital intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye coûte environ 95 € sans les soins. Pour le directeur, l'augmentation à 20 € du forfait hospitalier fait supporter aux malades qui n'ont ni CMU ni mutuelle un coût dissuasif. Certains malades avaient des difficultés, ils retarderaient leur accès aux soins. Et je pense par exemple aux soins dentaires qui sont souvent repoussés, la situation se dégrade et ça coûte plus cher à la société au total. Pire, la réforme risque de faire perdre de l'argent à ce centre hospitalier de 1100 lits. En augmentant la contribution des patients, elle augmente les impayés. Par an, ce sont 600 000 € de moins. À l'AMGEN, première mutuelle de France, on a aussi sorti les calculettes. Les cotisations risquent d'augmenter. Pour la MGN, oui, ce ne serait pas rien. 13 millions d'euros sur la base des forfaits journaliers que nous avons pris en charge l'année précédente. Ça commence à faire beaucoup et finalement, ce sont toujours les ménages qui sont mis à contribution. Le gouvernement espère ainsi économiser 400 millions d'euros, une infime partie de l'abyssal trou de la sécurité sociale estimé à 20 milliards d'euros. Un effort donc d'abord payé par les plus fragiles. En France, 5 millions de personnes n'ont pas de mutuelle. Et dans quelques secondes, notre invité sera Claude Le Pen, économiste de la santé, pour faire la lumière sur ce déficit qu'on annonce abyssal, encore plus que les années précédentes. Le gouvernement, en tout cas, aimerait également faire baisser le prix des médicaments, notamment générique. Dernière brève de ce journal. Le porte-parole du PS, Benoît Hamon, dénonce la mise en scène de la visite récente de Nicolas Sarkozy à l'usine Faurecia dans l'Orne, où les salariés, selon un reportage de la télévision belge, auraient été choisis en fonction de leur taille, pas plus grande que celle du chef de l'État. Tout de suite donc, Claude Le Pen. Bonsoir Claude Le Pen. Bonsoir. Vous êtes notre invité dans le cadre de cette rubrique nouvelle que nous lançons ce soir, Décodage, pour faire le point donc sur le trou de la sécurité sociale. Une réalité, on le sait, qui nous poursuit depuis des années, mais est-ce plus grave que jamais cette année pour l'assurance maladie? Oui, c'est plus grave que jamais. 20 milliards, vous l'avez dit, pour l'ensemble du régime général de la sécurité sociale, 10 milliards pour la maladie. Effectivement, quand Monsieur Mattei avait dit abyssal, c'est 14 milliards. Et donc là, on est à 20, donc c'est encore plus abyssal qu'abyssal, si je puis dire. On a du mal à trouver les mots. Hein. Voilà, il va faire preuve de créativité sémantique. Alors, ce qui est peut-être singulier cette année, Claude Le Pen, c'est que la situation est accentuée, bien sûr, par la crise qui prive la sécurité sociale de rentrée d'argent. Donc on est confronté à un problème de recettes plus que de dépenses de santé. Plus que de dépenses, parce que depuis 2-3 ans, le rythme de croissance des dépenses est très modéré. En 2007 et en 2008, il était de l'ordre de la croissance du PIB en valeur. Donc c'est pas une explosion des dépenses, c'est plutôt effectivement un effondrement des recettes. Quand la crise diminue, quand il y a des modérations salariales, quand il y a un peu plus de chômage, il y a un peu moins de rentrée fiscale, de rentrée sociale, et ça creuse évidemment le déficit. Mais peut-on parler, comme le fait l'exécutif aujourd'hui, de crise structurelle de l'assurance maladie en France? Il y a une crise structurelle en ce sens qu'il y a un problème de recettes, d'ajustement des recettes aux dépenses. Pendant très longtemps, le système a souffert d'un excès de dépenses qui étaient explosives. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et nous avons des recettes qui sont très indexées sur la masse salariale, et donc effectivement, il faudrait, pour maintenir la parité, augmenter les taux de prélèvement obligatoires, CSG et cotisations sociales. Le gouvernement s'y refuse pour des raisons d'emploi et de raisons macroéconomiques. Donc, la conclusion, c'est mécaniquement le déficit. Alors, on en vient bien sûr à ce qui préoccupe tous les Français. Aujourd'hui, c'est l'augmentation du forfait hospitalier. Est-ce que l'idée est bonne de l'augmenter? Le gouvernement en espère 400 millions d'euros. Claude Le Pen, oui. C'est très peu face à ce déficit abyssal. Oui, mais le but du gouvernement n'est pas de réduire le déficit, il est d'économiser 2 milliards pour faire en sorte que la croissance des dépenses en 2010 soit de 3%. Si on n'économise pas ces 3 milliards, elle sera plus importante que ce taux qui était fixé comme l'objectif pour 2010. Donc c'est pas vraiment des économies, c'est disons des moindres croissances. Hein. C'est faire en sorte que la croissance soit dans les limites de
les pires. Sur le dos des malades, comme le dénoncent les associations à la gauche, voilà, les syndicats. C'est pas nouveau ce forfait hospitalier, il existe depuis 20 ans. Ce qui est un peu nouveau dans la mesure qui a été annoncée hier, c'est l'ampleur de la hausse. En général, on l'augmentait d'1 € par an. Ça fait 2-3 ans. On parle de 4 €, c'est-à-dire 25%. Voilà. Donc ça, c'est effectivement très important comme hausse. Est-ce que c'est supportable par les malades, les personnes qui sont hospitalisées? Alors, il est couvert soit par les mutuelles, pour les patients qui en ont. Dans ce cas-là, c'est un transfert de charge pour les mutuelles. Et ça se traduira effectivement par des augmentations de cotisation. C'est-à-dire que les mutuelles elles sont tenues à l'équilibre. Hein. La Sécu peut être en déficit, les mutuelles peuvent pas être en déficit. Donc, mais on dit qu'elles gagnent beaucoup d'argent. C'est un peu l'argument qui est mis en avant. Est-ce qu'elles ont les reins aussi solides que ça pour faire face à ces dépenses? Elles ont reconstitué ces dernières années des marges un petit peu de rentabilité. Elles ont augmenté leur cotisation. Elles sont pas aux abois. Elles n'ont pas le déficit abyssal qu'a la sécurité sociale. Mais c'est des entreprises, même mutualistes, et donc elles ont des comptes à établir. Et si on leur donne plus de dépenses, elles créeront, disons, les recettes additionnelles en majorant leur cotisation, au risque d'ailleurs de voir un certain nombre de Français avoir du mal à payer leur cotisation de mutuelle. Et il y a un mouvement de démutualisation des jeunes travailleurs, les travailleurs précaires, les travailleurs au SMIC qui ont un petit peu du mal. Donc il faut faire attention aussi Quelle est la situation concrète aujourd'hui? C'est aussi l'objet d'une polémique politique. Est-ce qu'on peut parler de rationnement des soins pour une partie de la population? Non, je pense pas qu'on soit encore, si vous voulez, au niveau de rationnement des soins. La dépense de santé continue à augmenter. Hein, c'est-à-dire qu'on augmente de 3%. À un moment où l'économie baisse de 3%, la santé augmente de plus de 3%. On a les gens se soignent. Il y a de plus en plus de visites. Il y a de plus en plus de consultations. Disons, l'activité du secteur n'est pas en baisse, n'est pas en repli. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la tentation du gouvernement étant de faire contribuer un peu davantage d'autres financeurs que la Sécu, les Français à partir de leur poche et les mutuelles à partir des cotisations de leurs sociétaires, les assurés. Et c'est vrai qu'on est dans un mouvement, si vous voulez, qui peut à terme poser problème s'il continue. On n'en est pas là, mais effectivement. Vous voyez des solutions? Non, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est malheureusement. Comment on fait alors? Est-ce qu'on peut espérer sauver le système de santé français alors dans ces conditions? Je crois pas qu'il soit... Oui ou non? Oui, non. Le système va demeurer. Je pense que les Français sont très très attachés et consentiront, disons, les sacrifices pour maintenir la qualité, l'équité du système. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu sous-financé. Il manque un peu d'argent et donc à un moment ou à un autre, il faudra poser un petit peu le problème du financement public. Parce que avoir recours au financement privé, c'est très bien dans une certaine mesure, mais il y a les limites sociales dont on parlait il y a un instant. Et donc, il y a l'autre volet qui est le financement public. Le financement public, c'est des prélèvements obligatoires. On comprend que le gouvernement rechigne un peu. C'est ça, c'est comme pour le forfait hospitalier, il faudra payer plus. Il faudra payer plus. On consomme plus, on est mieux soigné, on accède plus aux soins. Et on veut que ça continue. Et donc, il faudra à un moment, c'est vrai, payer un peu davantage. Alors, le gouvernement cherche quand même quelques baisses. C'est la manchette des Échos ce matin, notamment la baisse du prix des médicaments. Est-ce qu'il est possible de faire plier les labos qui dénoncent par ailleurs un mauvais coup porté contre la recherche? Ouais, là aussi, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que le prix du médicament est périodiquement réajusté. Ce qui est un peu nouveau dans les annonces qui ont été faites hier, on verra si elles sont suivies des faits, c'est de s'attaquer à des médicaments qui ont des services médicaux rendus importants. Par exemple, traditionnellement, la doctrine française, c'est de dire on rembourse bien si c'est très efficace, on rembourse moins bien si c'est pas très efficace, on rembourse pas si c'est pas du tout efficace. Et là, il y a un certain nombre de médicaments, notamment ces médicaments qui sont délivrables sans ordonnance, mais qui rendent un service à la population en cas de diarrhée, de douleur, etc., dont il est question de baisser le taux de remboursement. Ça, c'est un peu nouveau. C'est une nouvelle doctrine, ça. Dernière question, Claude Le Pen. Est-ce que l'État dépense trop d'argent pour nous protéger d'une éventuelle pandémie de grippe A? Là, il y a débat chez les professionnels. Pour l'instant, le coût de la pandémie, pour l'instant, elle n'a pas commencé, la pandémie, mais elle coûte déjà 1,5 milliard d'euros, 1,5 milliard, dont 1 milliard pour les commandes de vaccins, et le reste pour les campagnes de pub. 15% du déficit. C'est la grippe, oui, ça va. Mais le principal coût de la grippe, ça sera quand elle arrivera, l'absentéisme, les gens qui n'ont pas travaillé, la désorganisation des tissus économiques. Donc le 1,5 milliard qu'on dépense là a comme but d'éviter plusieurs dizaines de milliards liés au dysfonctionnement de l'économie. Claude Le Pen, merci de toutes ces explications dans le cadre de ce rendez-vous. Donc décodage du 18h, autre rendez-vous. Maintenant, oui, non.
Oui, non à la reconduction de José Manuel Barroso. Le vote des députés européens est très attendu dans quelques jours, semble-t-il, mais François Fillon pourrait-il être un recours en cas d'échec du président sortant de la Commission européenne? L'hypothèse est étayée par le journal Le Monde ce soir. Marie Brémaud. La rumeur n'est pas nouvelle, mais à 10 jours de l'élection du président de la Commission européenne, elle se fait plus pressante. François Fillon pourrait rejoindre Bruxelles. C'est le quotidien Le Monde qui l'affirme. Le Premier ministre français se pose en recours en cas d'échec de Manuel Barroso. Fillon et l'Europe, l'histoire ne paraît pas impossible. Le chef du gouvernement français est apprécié à Bruxelles. Il a la réputation de maîtriser ses dossiers et sait entretenir ses réseaux européens. En tout cas, l'hypothèse séduit. Jacques Delors ou bien encore l'ambassadeur de Suède en France ont par le passé exprimé leur soutien à cette éventuelle candidature. Un scénario qui vient souligner la fragilité de José Manuel Barroso. Unique candidat déclaré à sa propre succession, il peine à convaincre les eurodéputés de droite comme de gauche. Alors Fillon menace réelle ou pure spéculation, l'éventualité peut lui offrir une sortie honorable de Matignon, mais l'heure est à l'expectative. L'intéressé comme la Commission ont réaffirmé aujourd'hui que le président Barroso était le seul candidat proposé à l'unanimité par les 27 États membres. Les invités du 18h de Public Sénat, 2 députés européens fraîchement élus, Sylvie Goulard pour le MoDem et Dominique Baudis pour l'UMP. Bonsoir à tous les deux. Dominique Baudis, c'est ce que vous dites oui à Barroso, mais 2 fois oui à François Fillon, si l'hypothèse se présente. Écoutez, ça fait des mois qu'on parle de l'élection du président de la Commission. Il y a un temps pour le débat, il a eu lieu pendant la campagne électorale en France et dans toute l'Europe. Les partis du centre droit, le Parti populaire européen, ont remporté les élections européennes dans plus de 20 pays sur 27. Donc le groupe le plus important au Parlement soutient la candidature de José Manuel Barroso. Ça veut dire que pour vous, il n'y a même pas de débat, l'idée de François Fillon, recours éventuel? Tout ça, c'est pour brouiller les cartes. Ah, pourquoi? Ah bon, expliquez-nous, brouiller les cartes. Ça, demandez à ceux qui ont signé l'article aujourd'hui. Il y a un candidat qui est soutenu d'ailleurs par François Fillon, par Nicolas Sarkozy et par 27 chefs d'État et de gouvernement sur 27 États membres. Donc l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement disent on souhaite que ce soit Barroso, et le groupe le plus important au Parlement européen, à la suite des élections du mois de juin, c'est tout récent, on dit il faut plus de démocratie en Europe, il faut peut-être écouter ce que disent les électeurs aussi. Le groupe le plus important au Parlement européen dit Barroso, c'est notre candidat. Bon, ben maintenant il faut l'entendre, écouter son programme, parce que c'est pas simplement une question d'homme, c'est une question de projet. Alors, il faut l'entendre. On l'entend. Il a présenté son programme il y a quelques jours, on va y revenir avec Sylvie Goulard quand même et Dominique Baudis. On entend également François Fillon qui ce week-end a à nouveau fustigé la Commission de Bruxelles pour son manque de volontarisme, pour son manque de vision stratégique sur le plan économique. C'est troublant. Vous posez une question, allez-y. Sylvie Goulard. Non, moi je tiens à dire tout de suite qu'il ne s'agit pas de contester le résultat des élections. Au contraire, il s'agit de faire en sorte que le Parlement joue pleinement son rôle. Nous ne sommes plus à l'époque où ce sont seulement les chefs d'État et de gouvernement qui désignent le président de la Commission dans un espèce de tête-à-tête et sans programme. Donc, nous, groupe démocrate et libéral, nous avons souhaité que M. Barroso fasse des propositions de substance. Il les a faites la semaine dernière, nous les avons examinées, et c'est pas du tout un combat pour se faire plaisir ou contre une personne. Nous sommes au milieu de la plus grande crise économique et sociale depuis 1945. Nous sommes confrontés au défi du changement climatique. Voilà notre responsabilité. Eh bien, face à ces défis-là, moi je trouve que M. Barroso n'a pas fait des propositions convaincantes. Et encore une fois, je crois qu'il ne faut pas en faire seulement un jeu partisan. Et rappelons peut-être, M. Baudis, que certes, le Parti populaire est le groupe le plus important au Parlement européen, mais il n'a pas la majorité à lui seul. Donc il faut bien que M. Barroso entre dans un dialogue et peut-être qu'il aille au-delà de ce qu'il a dit. C'est ça notre combat et rien d'autre. Dominique Baudis, il a manifestement modifié sa position, José Manuel Barroso. Il s'est déporté un peu sur sa gauche, on l'a vu. Il a fait des risettes aux écologistes aussi. Est-ce que vous estimez qu'il a pris le bon chemin? Il a intégré un certain nombre de données nouvelles du fait de la crise. Qui n'a pas modifié sa vision à partir du moment où on a eu cette crise qui est intervenue il y a près d'un an? Alors, moi je suis d'accord avec Sylvie Goulard quand elle dit il faut donner une plus forte responsabilité au Parlement dans le dispositif européen. Mais il faut faire aussi attention à pas tomber dans un régime d'assemblée de type 4e République. Parce que vous dites le Parti populaire européen n'est pas majoritaire. Oui, le Parlement européen est élu dans les 27 pays à la proportionnelle. Donc le parti qui a gagné les élections, c'est vrai, n'a pas la majorité absolue
à lui tout seul à l'Assemblée européenne. Si on avait un mode de scrutin majoritaire, comme en France, le Parti populaire européen aurait la majorité absolue. Dieu nous en garde. Oui, Dieu sans nous doute. en garde. On est dans un Parlement où le sûr. débat existe au moins. Absolument, c'est une très bonne chose. Sauf que, il y a un moment pour le débat, et puis ensuite il faut passer à l'action. Vous évoquiez tout à l'heure les urgences, la crise financière, économique, sociale, environnementale. On ne peut pas passer 6 mois à discuter de savoir qui sera président de la Commission. Il y a un parti qui a gagné les élections, il y a une unanimité des chefs d'État et de gouvernement, et le slogan « battre Sarkozy en France », battre Barroso en Europe, ça ne fait pas un programme politique. L'unanimité des chefs d'État et de gouvernement m'inquiète, Monsieur Baudis. Je vais vous dire, ça ressemble au plus petit dénominateur commun. Si vous voulez avoir l'unanimité en Europe, vous prenez un sujet sur lequel personne n'a rien à dire, des dossiers qui ne sont pas traités, vous aurez toujours l'unanimité. Moi, je préfère la bataille. J'aimerais voir les gouvernements, aussi bien de gauche que certains de centre-droit, qui ne sont pas forcément tous sur un même plan, débattre beaucoup plus au fond. Et une remarque sur la crise, Monsieur Baudis. Si nous avons eu ces problèmes financiers, c'est parce que la commission sortante, que présidait Monsieur Barroso, a refusé de prendre un certain nombre de textes. Monsieur McCreevy, le commissaire au marché intérieur, a refusé à l'été 2007. C'est en 2007 que la crise des subprimes a commencé aux États-Unis. Il a refusé d'agir. La collégialité n'existait pas dans cette commission. Il y a quand même un bilan à dresser. Je trouve que pour nos enfants, vous passez un peu vite sur le bilan de ce qui a été fait. Il y a des choses positives, je les reconnais, comme le plan énergie-climat, et il y a des déficiences graves. Redonner les clés de la Maison Europe après autant de référendums négatifs et un tel refus de réguler, je dis que c'est irresponsable. Vous ne ferez croire à personne que la crise mondiale s'est abattue sur la planète par la faute de M. Barroso. Moi, ce que j'observe, c'est que l'année dernière, pendant le semestre de présidence française, l'Europe a marqué des points. Elle a pris des initiatives, elle a su faire face à la crise. Tout le monde l'a reconnu, y compris les représentants du MoDem. Or, quand Nicolas Sarkozy présidait l'Union européenne, le président de la Commission, c'était Barroso. Donc, avec un bon président de l'Union européenne, pendant cette période-là, non ? Mais c'est très difficile pour un président de la Commission d'être en opposition avec la présidence de l'Union européenne. On a eu une présidence faible et hésitante avec les Tchèques. Au semestre précédent, avec la France, on a eu une présidence résolue et déterminée. Et là, Barroso a bien fait son travail. Mais Monsieur Baudis, votre conception du rôle de la Commission, c'est en quelque sorte le secrétariat des États. Eh bien, c'est pas la nôtre, c'est pas ce qui figure dans les traités, c'est pas ce qui a existé depuis les origines de l'Union européenne. Vous voulez un homme fort, mais et une commission forte. Quel est le vôtre ? Quel est le vôtre, Sylvie Goulard, puisqu'il n'a pas de rival, José Manuel Barroso. Nous avions fait des propositions. Nous avons proposé 2 noms pour montrer que c'est pas seulement une question de personne. Le Parti démocrate avait proposé Guy Verhofstadt, qui est actuellement le président de notre groupe, ancien Premier ministre belge, et Mario Monti, qui est un homme qui n'a pas d'attache partisane et qui a fait des propositions bien plus substantielles que Monsieur Barroso sur un nouveau pacte fondateur pour relancer l'Europe avec un souci du marché et un souci du social beaucoup plus grand, et la possibilité de trouver un point d'entente entre des pays anglo-saxons qui sont très attachés au marché mais qui avaient toujours refusé l'harmonisation fiscale et les pays du continent. Donc encore une fois, il y a 500 millions d'Européens. Qu'on vienne pas nous dire qu'il n'y a que Monsieur Barroso. Vous avez inventé au Conseil européen des conditions qui ne figurent pas dans les traités. Qu'est-ce que vous ferez le jour du vote, Sylvie Goulard ? À ce stade, pour ma part, je ne donnerai pas ma confiance à Monsieur Barroso, non pas pour des questions de personne, mais parce que le programme qu'il nous a présenté n'est pas suffisant. Un dernier point, Monsieur Baudis, vous êtes un ancien journaliste. Vous avez vu ce qui se passe dans un des États membres fondateurs de l'Union européenne. Un chef de gouvernement de votre famille politique attaque des journalistes parce qu'ils posent des questions. Poser des questions, c'est exactement le rôle même des journalistes dans une démocratie. Et la Commission est inerte. Et quand notre groupe demande à M. Barroso quelque chose qui ne coûte rien, c'est d'envisager d'avoir un commissaire chargé des libertés publiques pour défendre la liberté de presse, pour que la Repubblica puisse poser des questions à M. Berlusconi, tout le monde cache ça sous le tapis et trouve que ça va très bien. Dominique Baudis, sur cette question et ce bras de fer qui oppose la Commission et Silvio Berlusconi. On est un peu décalé dans le temps. Ce que dit Sylvie Goulard était tout à fait d'actualité avant le 7 juin. C'était le débat des élections européennes. Les élections européennes ont eu lieu.
Nous les avons gagnés, vous les avez perdus. La démocratie, attendez, la démocratie, c'est pas qui perd gagne. Oui, c'est débattre. Maintenant, il faut agir. Donc, il faut que Barroso vienne se présenter devant le Parlement, qu'il développe son programme. Il nous l'a envoyé par écrit. Mais encore faut-il qu'on accepte de l'entendre, de débattre, il répondra à nos interventions. Vous voulez le pousser plus loin sur certains sujets? Au vote. Moi, si vous voulez... J'ai pas l'impression que vous allez le pousser très loin, et je refuse que vous considériez que la minorité dans un Parlement doit se taire, Monsieur Baudis. Pas du tout. La démocratie repose sur la faculté de la minorité de s'exprimer. La minorité parle, mais c'est pas la minorité qui décide. Or, vous nous dites, nous sommes minoritaires, mais nous voulons choisir le président de la Commission. Non, laissez ce soin à ceux qui ont gagné les élections. Voilà. Nous voterons tous. Et encore une fois, battre Sarkozy en France, battre Barroso en Europe, qui est le programme du MoDem, c'est un slogan, c'est pas un programme. Et vous, Sylvie Goulard, vous voulez le pousser, José Manuel Barroso, plus avant sur certains dossiers, vous voulez qu'il vous montre vraiment que c'est un caméléon, c'est son surnom? Non, c'est pas ça. On traite de questions de fond. On parle de la crise économique et sociale, on parle du changement climatique, on parle de la liberté de presse. On n'est pas en train de s'amuser. Et moi, Monsieur Baudis, j'ai une autre conception de mon devoir de parlementaire. Certes, le PPE a gagné les élections, mais vous savez comme moi que le Parlement européen, Dieu merci, ne fonctionne pas sur un principe d'opposition frontale. On essaye de trouver les meilleures solutions possibles, et je n'ai qu'un souhait, c'est que si M. Barroso doit finir par être président de la Commission, c'est qu'il comprenne ce qu'est la Commission. Je le répète pour les auditeurs, c'est l'organe qui est en charge de l'intérêt général, c'est l'organe qui voit loin, c'est pas celui qui doit arriver avec des propositions qui sont déjà le plus petit dénominateur commun. Très bien. Écoutez, vous le lui expliquerez pendant le débat, ce qu'est la Commission, parce que depuis 5 ans, il n'a peut-être pas compris, mais encore faut-il accepter qu'il y a un débat. Or, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si le Parlement va accepter d'organiser le débat sur l'investiture de Barroso, alors que les chefs d'État et de gouvernement, depuis le mois de juillet, le début du mois de juillet, nous ont dit, voilà, notre candidat, c'est Barroso. Et jusqu'à présent, un certain nombre de groupes au Parlement européen disent, on ne veut pas l'entendre, c'est pas le moment, on verra ça plus tard. On n'a pas de temps à perdre. Écoutez, vous m'amusez parce que si tout s'était déroulé comme le PPE le souhaitait, M. Barroso aurait été élu en juillet, il n'y aurait pas eu de débat du tout. Et pourquoi pas? On y est en plein. Allez, c'est débat au mois de juillet. Ayons-le maintenant. Un mot pour conclure de politique intérieure. Vous avez entendu l'offre publique de dialogue lancée par François Bayrou à tous ceux qui prônent l'alternance, à Nicolas Sarkozy, Sylvie Goulard, Dominique Baudis. Vos réactions, Sylvie Goulard, vous espérez que cette main tendue de votre leader soit saisi à gauche? Non, moi je souhaite qu'on sorte d'une conception française de la démocratie dans laquelle on est obligé d'être pour ou d'être contre. Le Parlement européen est un Parlement intéressant parce que sur chaque projet de loi, il y a une majorité à trouver et cette majorité peut rassembler des hommes et des femmes de bonne volonté. Voilà ma conception de la démocratie, c'est pas l'affrontement, c'est de parler du fond et d'en parler avec toutes les personnes. Mais je parle volontiers avec M. Baudis aussi, il n'y a aucune exclusion possible et imaginable. On retrouve un peu le même type de situation. En France, on a une coalition anti-Sarkozy qui va de François Bayrou à Robert Hue, d'accord pour s'opposer au président de la République, pas d'accord pour proposer une politique alternative. Même chose en Europe, on a une coalition qui va du MoDem au Parti communiste, anti-Barroso, mais incapable de proposer une alternative. Alors allez voir notre site, Monsieur Baudis, il y a un mémorandum avec des propositions extrêmement précises et Guy Verhofstadt a écrit un livre qui s'appelle Comment sortir de la crise, avec des propositions qui, j'en suis sûr, vous réjouiront, puisque apparemment vous croyez qu'elles n'existent pas. Vous n'avez pas de majorité pour ça, c'est ça le problème. Allez, le débat en tous les cas a bien été amorcé sur ce plateau et je vous remercie tous les deux. La suite de nos rendez-vous sur Public Sénat avec la loi Hadopi qui vise, vous le savez, à réprimer les pirates du net. Eh bien, cette loi revient au Sénat pour une nouvelle lecture. Je vous propose de suivre son décryptage détaillé, les dessous de la loi, avec Élisée Cardy.